Leurs exigences de perfection sont devenues des sentences de mort. Leur besoin de contrôle a dégénéré en une tragédie inimaginable. Ces 6 femmes ont repoussé les limites jusqu'à ce que la réalité riposte avec une force mortelle, prouvant que parfois, l'ennemi le plus dangereux est notre besoin implacable d'avoir raison. C'était le 15 mars 2012, et Linda Morrison faisait ce qu'elle savait faire de mieux, rendre les employés de magasins misérables. La directrice de magasin de 52 ans venait de passer 45 minutes à s'en prendre violemment à une caissière adolescente pour un retour de 12 $ au Westfield Shopping Center à Riverside, en Californie. Le comportement de Linda ce soir-là était un exemple typique de privilège. Elle avait réprimandé le jeune employé sans relâche, exigeant de parler au siège social et menaçant de ruiner la réputation du magasin en ligne à cause d'un différend de politique trivial. Sa voix résonnait dans tout le magasin alors qu'elle proclamait bruyamment aux autres clients en attente que le service client était mort et que le personnel était complètement incompétent. Elle n'en avait pas fini là. Linda a exigé que le responsable du magasin fournisse une documentation écrite de ce qu'elle appelait des violations de la politique et a insisté pour obtenir les coordonnées du siège afin de pouvoir déposer des plaintes auprès du Better Business Bureau. Ses plus de 10 ans d'expérience en tant que responsable de magasin lui avaient appris exactement sur quel bouton appuyer pour faire trembler les employés au salaire minimum. Après sa journée de travail épuisante de 10 heures, cette confrontation n'était qu'un mardi ordinaire pour Linda, qui était connue pour ses normes incroyablement élevées et sa tolérance zéro pour tout ce qui était moins que la perfection de la part des employés de service. Alors que Linda se précipitait à travers le centre commercial à 18h45, elle était chargée de plusieurs sacs de courses et de son sac à main surdimensionné, portant des chaussures neuves à semelles en cuir qu'elle avait achetées ce matin-là. Elle était déjà en retard pour rejoindre son mari pour le dîner, ce qui augmentait encore son niveau de stress déjà élevé. L'escalator montant qu'elle approchait faisait des bruits de grincement inquiétants depuis 2 semaines. Les demandes de maintenance restaient sans réponse en raison de contraintes budgétaires, un détail qui s'avérerait crucial plus tard. Distrait par un message de son mari concernant les plans pour le dîner, Linda monta sur l'escalator sans faire attention. Ses semelles en cuir lisse n'avaient aucune adhérence sur les marches métalliques récemment nettoyées, encore humides. Près du sommet, la physique a pris le dessus. Ses pieds ont complètement glissé sur la surface mouillée, et alors qu'elle s'agrippait désespérément à la rampe, ses sacs lourds ont déplacé son centre de gravité vers l'arrière. L'élan devint irrésistible. La tête de Linda heurta le bord métallique tranchant d'une marche d'escalator avec une force dévastatrice, causant un traumatisme sévère qui la rendit inconsciente instantanément. Son écharpe lâche s'emmêla dans le mécanisme de l'escalator alors que des clients paniqués se précipitaient pour aider. L'arrêt d'urgence fut activé en moins de 30 secondes, mais Linda avait déjà subi un traumatisme crânien fatal lors de l'impact initial. Les secours sont arrivés en 8 minutes, mais elle a été déclarée morte sur place en raison d'un traumatisme crânien. Le centre commercial a immédiatement arrêté tous les escalators pour des inspections de sécurité et a installé des panneaux d'avertissement supplémentaires. L'enquête a révélé que l'escalator respectait les normes de sécurité, mais a recommandé des calendriers d'entretien plus fréquents. L'incident rappelle brutalement que la vie peut changer en un instant, peu importe le contrôle que nous pensons avoir sur nos circonstances. C'était le 3 juin 2013, lorsque la quête incessante de Patricia Chen pour la vérité sur la sécurité alimentaire a conduit à une fin horrible au marché fermier du centre-ville d'Eugene, dans l'Oregon. Patricia Chen, une blogueuse culinaire de 47 ans, avait fait de l'exposition des pratiques douteuses des vendeurs sa mission personnelle. Connue pour son style d'interrogation abrasif et son mépris total des limites sociales, Patricia s'était forgé une réputation de visiteuse la plus redoutée du marché. Les vendeurs frémissaient en la voyant approcher, sachant qu'elle monopoliserait leur temps avec des questions agressives, tout en éloignant les clients payants. Ses abonnés sur le blog louaient son dévouement, mais ceux qui rencontraient Patricia en personne la trouvaient insupportablement suffisante et conflictuelle. Elle traitait chaque interaction avec les vendeurs comme une enquête criminelle, montrant zéro empathie pour les petits commerçants essayant de gagner leur vie. Ce samedi matin-là, elle est arrivée avec son ordinateur portable, prête à documenter ce qu'elle soupçonnait être des certifications biologiques frauduleuses au marché animé. Patricia a acculé un vendeur de produits biologiques pendant 20 minutes éprouvantes, questionnant bruyamment ses qualifications de certification et exigeant de voir la documentation, tandis que des clients frustrés formaient une file d'attente croissante derrière elle. Sa voix résonnait à travers le marché alors qu'elle annonçait qu'elle dénonçait des allégations frauduleuses d'organique et menaçait de le signaler aux autorités agricoles de l'État. Lorsque le vendeur lui demanda poliment de baisser la voix, Patricia déclara qu'elle avait tout à fait le droit de protéger les consommateurs de ses mensonges et commença à le filmer sans permission.
Elle bloquait les autres clients d'approcher le stand, complètement inconsciente de leur frustration croissante alors qu'elle poursuivait son interrogatoire. La direction du marché l'a approchée à plusieurs reprises, lui demandant de circuler, mais Patricia les a écartés avec la même attitude arrogante qui lui avait fait tant d'ennemis. Sa vision étroite et son besoin obsessionnel d'avoir raison l'aveuglaient sur tout ce qui se passait autour d'elle. À 10h30 du matin, Patricia s'est déplacée derrière le camion de livraison pour photographier des caisses de produits, son attention entièrement concentrée sur l'écran de son appareil photo. La même obsession qui la rendait si insupportable la mettait maintenant en danger de mort. Le conducteur, incapable de la voir dans son angle mort malgré les rétroviseurs, a commencé à reculer. L'alarme de recul du camion était en panne, mais même si elle avait fonctionné, l'histoire de Patricia montrait qu'elle prêtait rarement attention à quoi que ce soit qui ne servait pas à son agenda d'enquête. Elle restait absorbée dans sa documentation, inconsciente du camion qui se dirigeait vers elle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le pare-choc arrière du camion a frappé Patricia avec une force dévastatrice, la projetant au sol et causant de multiples fractures. La roue arrière a roulé sur son bas-ventre avant que le conducteur ne réalise ce qui s'était passé et ne s'arrête. Patricia a souffert d'une hémorragie interne sévère et est entrée en état de choc, mais est restée consciente, incapable de bouger de l'endroit où elle se trouvait. Les ambulanciers sont arrivés 6 minutes après l'accident et ont prodigué des soins médicaux immédiats, mais ses blessures étaient trop graves. Malgré leur intervention rapide, Patricia est décédée d'une hémorragie interne pendant son transport à l'hôpital, son enquête finale se terminant en tragédie. Le marché fermier a immédiatement mis en place de nouveaux protocoles de sécurité, y compris des itinéraires de véhicules désignés et des observateurs obligatoires pour toutes les livraisons. Ils ont installé des caméras de recul et des capteurs de proximité sur tous les véhicules de livraison pour prévenir des accidents similaires. Le chauffeur du camion a été accusé d'homicide involontaire, mais a finalement été jugé non responsable pénalement en raison de la défaillance de l'équipement qui a désactivé l'alarme de recul. La mort de Patricia Chen est devenue un rappel tragique de la façon dont un comportement obsessionnel et le mépris de l'environnement peuvent avoir des conséquences mortelles. C'était le 12 septembre 2014, lorsque le dévouement de Margaret Thompson aux normes du quartier a conduit à une rencontre tragique à Charlotte, en Caroline du Nord. Margaret Thompson, 55 ans, était un membre actif de l'association de son quartier dans la zone résidentielle d'Oakwood. Elle incarnait l'archétype du gardien de quartier, du genre à mesurer la hauteur de l'herbe avec des règles, à tenir des registres détaillés des infractions mineures, et à croire que son interprétation des normes communautaires était la loi absolue. Margaret possédait un sens inébranlable de supériorité, traitant chaque propriétaire comme un potentiel contrevenant, nécessitant une surveillance constante. Elle était extrêmement fière de maintenir les normes communautaires et passait ses journées à s'assurer que chaque résident suivait les directives établies. Cet après-midi-là, Margaret avait confronté 3 voisins différents au sujet de diverses infractions qu'elle avait découvertes lors de ses rondes. Sa première visite concernait une famille dont les enfants avaient dessiné à la craie sur leur propre allée. La nature autoritaire de Margaret a émergé lorsqu'elle a exigé qu'ils enlèvent immédiatement les dessins colorés, invoquant les normes de la communauté. La famille Johnson devint sa prochaine cible, lorsque Margaret remarqua que leurs poubelles restaient invisibles depuis la rue 30 minutes après l'heure de ramassage désignée. Affichant un comportement typiquement autoritaire, elle les menaça d'une amende de 200 $ pour cette infraction. Madame, le jardin de roses de Garcia attira ensuite l'attention de Margaret. Les roses avaient dépassé de 5 cm la limite de la propriété et l'attitude condescendante de Margaret était pleinement affichée alors qu'elle réprimandait bruyamment la femme, insistant sur le fait que la croissance excessive détruisait la valeur des propriétés du quartier. Lorsqu'un voisin a suggéré que Margaret était déraisonnable, son complexe de supériorité défensif s'est manifesté alors qu'elle se déclarait la seule personne qui se souciait vraiment de maintenir les normes et menaçait de les signaler aux autorités de la ville. À 19h15, Margaret a commencé son parcours habituel du soir pour vérifier les propriétés et s'assurer du respect des directives du quartier. Elle portait son téléphone et un carnet pour documenter tout problème qu'elle observait pendant sa promenade. Le temps était clair, mais venteux, avec des rafales atteignant jusqu'à 25 miles par heure tout au long de la journée. Une entreprise de service public local effectuait un entretien de routine des lignes électriques dans la région avec des équipes travaillant sur des lignes surélevées malgré les conditions de vent difficiles. Margaret s'est arrêtée sous un poteau électrique pour photographier ce qu'elle croyait être une cour mal entretenue. 30 pieds au-dessus d'elle, un ouvrier des services publics sécurisait une ligne électrique qui avait été desserrée par le vent persistant. Une rafale de vent soudaine fit perdre le contrôle à l'ouvrier d'une pince métallique lourde pesant 8 livres. La pince tomba du poteau juste au moment où Margaret levait les yeux après avoir entendu le cri d'avertissement de l'ouvrier.
La pince métallique frappa Margaret directement à la tête, causant un traumatisme crânien sévère. Elle s'est immédiatement effondrée et a perdu connaissance quelques secondes après l'impact. D'autres résidents et l'équipe de service public ont immédiatement appelé le 911 et ont tenté de prodiguer les premiers soins en attendant l'arrivée des secours. Margaret a été rapidement transportée à l'hôpital où des chirurgiens ont pratiqué une intervention chirurgicale d'urgence pour traiter son traumatisme crânien. Malgré les efforts de l'équipe médicale, Margaret est décédée 3 heures plus tard des suites du traumatisme crânien sévère qu'elle a subi lors de l'accident. L'entreprise de service public a réagi à la tragédie en mettant en place des protocoles de sécurité plus stricts pour les travaux effectués par temps venteux. Ils ont également amélioré leurs procédures de sécurisation de l'équipement pour prévenir des accidents similaires. L'association de quartier a créé un jardin commémoratif en l'honneur de Margaret au centre communautaire local, reconnaissant son dévouement à la communauté malgré les circonstances de sa mort. De nouvelles réglementations de sécurité ont été adoptées, exigeant des zones de sécurité au niveau du sol lors de tous les travaux aériens sur les services publics, assurant une meilleure protection pour les piétons et les résidents de la région. Le dernier jour d'application des règles de quartier par Margaret Thompson s'est terminé par une tragédie inattendue, sa poursuite incessante des infractions l'ayant finalement placée sur le chemin du danger. C'était le 8 octobre 2015, lorsque la dévotion de Susan Rodriguez pour l'éducation de ses enfants a conduit à une tragédie impensable à Lincoln Middle School, à Boise, Idaho. Susan Rodriguez était le genre de parent que chaque administrateur scolaire redoutait de rencontrer. La mère de 43 ans s'était forgé une réputation de plaignante la plus exigeante et théâtrale de l'école. Quelqu'un qui semblait prospérer en créant du drame et en faisant des scènes pour obtenir ce qu'elle voulait. Bien qu'elle prétendait défendre les élèves, sa véritable motivation semblait être l'attention et le sentiment de pouvoir qu'elle tirait de l'intimidation du personnel scolaire et de la perturbation des opérations normales. Ce soir-là, Susan était arrivée 90 minutes avant la réunion prévue du conseil scolaire. Fidèle à elle-même, elle s'est immédiatement lancée dans sa routine de recherche d'attention, acculant le principal et exigeant des changements immédiats au menu du déjeuner, tout en menaçant de médiatiser ses préoccupations concernant la qualité de la nourriture. Sa voix résonnait dans les couloirs alors qu'elle critiquait les politiques technologiques de l'école devant d'autres parents, se produisant pour son public en déclarant que l'administration échouait leurs enfants et exigeait une refonte complète des politiques. Lorsque le personnel lui a rappelé que la réunion n'avait pas officiellement commencé, Susan a insisté de manière dramatique sur le fait que ses préoccupations étaient trop importantes pour attendre. Avec son flair habituel pour le théâtre, elle a exigé une audience immédiate avec le surintendant, sortant son téléphone pour se filmer en train de porter des accusations contre le personnel de l'école. Ces vidéos ont rapidement trouvé leur chemin vers les réseaux sociaux, où elle a affirmé que l'école dissimulait des problèmes graves. Un autre geste calculé dans sa campagne continue pour se positionner comme la gardienne autoproclamée de l'école. Ce que Susan ne comprenait pas pleinement, c'était l'environnement dangereux qui l'entourait ce soir-là. Le collège Lincoln était en pleine rénovation, avec des échafaudages et du matériel de construction dispersés dans tout le bâtiment. Les ouvriers avaient passé la journée à installer de nouveaux luminaires au plafond du couloir principal où Susan se trouvait maintenant. À 18h20, alors que Susan révisait ses documents de présentation dans le couloir à l'extérieur de la salle de réunion, elle entendit un bruit de craquement inquiétant venant d'en haut. Les travaux de rénovation avaient affaibli une section du plafond, et la combinaison du poids du nouveau luminaire et de l'intégrité structurelle compromise créait un danger mortel. La dalle du plafond, accompagnée d'un lourd luminaire, a chuté d'environ 12 pieds depuis le haut. Susan n'a pas eu le temps de réagir lorsque les débris ont frappé sa tête et son épaule avec une force dévastatrice. L'impact l'a rendue inconsciente immédiatement, causant une fracture du crâne et une grave blessure au cou. D'autres parents et le personnel de l'école se sont précipités pour aider, appelant le 911 en quelques minutes. Susan a été rapidement transportée à l'hôpital où les équipes médicales ont lutté pour sauver sa vie. Malgré leurs efforts, elle a succombé à des complications de sa blessure à la tête 2 jours plus tard. L'enquête qui a suivi a révélé une vérité accablante. Les protocoles de sécurité appropriés n'avaient pas été suivis pendant les travaux de rénovation. Le district scolaire a été contraint de faire face à la réalité que sa supervision avait contribué à une tragédie évitable. La mort de Susan a entraîné des changements immédiats. L'école a été temporairement fermée pour des inspections de sécurité complètes et le district a mis en place de nouvelles exigences de sécurité pour tous les travaux de construction dans les bâtiments occupés. Sa famille, transformant leur chagrin en action, a collaboré avec le district pour établir des directives de sécurité qui ont été adoptées à l'échelle du district. L'histoire de Susan Rodriguez sert de rappel brutal que même les activités les plus routinières peuvent devenir mortelles lorsque les protocoles de sécurité sont ignorés. Son héritage perdure à travers les mesures de sécurité renforcées qui protègent désormais d'innombrables autres parents et élèves dans tout le district. C'était le 19 août
2016, lorsqu'une sortie de course de routine à Mesa, en Arizona, est devenue mortelle pour Carol Williams, âgée de 49 ans. Une femme dont l'obsession pour l'étiquette de stationnement allait finalement lui coûter tout. Carol Williams n'était pas une cliente ordinaire au centre commercial de Mesa. Elle s'était forgé une réputation d'agent officieux du parking, quelqu'un qui s'était donné pour mission de surveiller le comportement des autres clients. Sa mission était simple, mais prenante. S'assurer que tout le monde respectait les règles de bonne conduite en matière de stationnement. Lors de précédentes occasions, Carol avait fait tout un spectacle d'elle-même. Elle suivait les propriétaires de SUV dans les magasins, exigeant bruyamment qu'ils déplacent leurs véhicules mal garés. Elle a bloqué une fois l'entrée d'un magasin pendant plusieurs minutes, annonçant aux clients perplexes que le stationnement inconsidéré gâche le shopping pour tout le monde. Lorsque la direction du magasin a essayé d'intervenir, Carol a déclaré qu'elle rendait un service public et a même menacé d'organiser des boycotts contre les entreprises qui ne soutiendraient pas sa croisade. Ses méthodes étaient agressives et conflictuelles. Elle exigeait que les gérants de magasins notent les numéros de plaques d'immatriculation et interdisent définitivement aux propriétaires de véhicules fautifs l'accès au parking. Pour Carol, il ne s'agissait pas seulement de places de parking. C'était une question de justice, d'ordre et de faire ce qu'elle croyait être juste pour la communauté. Cet après-midi étouffant doute, Carol venait de terminer ses courses hebdomadaires. Alors qu'elle chargeait des sacs dans sa voiture, quelque chose attira son attention et fit bouillir son sang. Un véhicule garé effrontément sur 2 places dans le parking bondé du week-end. La zone de stationnement était remplie de clients, et Carol décida que cette transgression ne pouvait pas rester sans réponse. À exactement 14h45, Carol s'approcha du véhicule en infraction avec sa détermination habituelle. Elle avait une note prête, préparée pour donner une autre leçon de courtoisie en matière de stationnement. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'était l'employé adolescent travaillant à proximité, ramassant des chariots avec un pousseur de chariot motorisé. L'équipement de collecte des chariots avait été récemment entretenu, mais les freins ne répondaient pas aussi bien que d'habitude. Le jeune employé gérait une longue file de chariots, concentré sur sa tâche et inconscient que Carol s'était glissée entre les véhicules garés. Entièrement concentrée sur la rédaction de sa note sévère sur l'étiquette de stationnement, Carol recula sans regarder. Elle se retrouva directement sur le chemin du train de chariot approchant, juste au moment où l'employé réalisa le danger et tenta de s'arrêter. La puissance de freinage, réduite du pousseur de chariot, signifiait que l'élan ne pouvait pas être arrêté à temps. Le chariot de tête heurta Carol avec suffisamment de force pour la renverser sur l'asphalte impitoyable. Sa tête frappa le trottoir avec un impact écœurant et le poids de plusieurs chariots roula sur ses jambes, causant des fractures immédiates. Le parking devint silencieux, à l'exception du bruit des courses éparpillées et des cris horrifiés de l'employé appelant à l'aide. Carol gisait inconsciente, sa croisade pour la justice du stationnement l'ayant menée à ce moment tragique. Les services d'urgence sont arrivés dans les 10 minutes suivant l'accident, leurs sirènes perçant la chaleur de l'Arizona. Les ambulanciers ont travaillé frénétiquement pour stabiliser Carol, mais la blessure à la tête était grave. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où les équipes médicales ont lutté pour sauver sa vie. 3 heures plus tard, Carol Williams a été déclarée morte des suites de sa blessure à la tête. La femme qui avait dépensé tant d'énergie à essayer de corriger le comportement des autres était devenue la victime d'un accident tragique qui aurait pu être évité. Le supermarché a réagi en mettant en place des changements de sécurité complets. De nouveaux programmes de formation ont été établis pour tous les employés chargés de la collecte des chariots et le calendrier d'entretien des pousse-chariots a été complètement révisé. Des miroirs de sécurité supplémentaires ont été installés dans tout le parking pour améliorer la visibilité et prévenir des accidents similaires. Peut-être plus significativement, le magasin a créé un programme de courtoisie client, conçu pour résoudre les problèmes de stationnement par l'intervention de la direction, plutôt que de permettre aux confrontations entre clients de s'intensifier. La mort de Carol Williams sert de rappel saisissant que parfois notre désir d'appliquer les règles et de corriger les autres peut nous mettre en danger et que la tragédie peut frapper dans les moments les plus ordinaires de notre vie quotidienne. C'était le 4 juillet 2017, lorsqu'un engagement envers le service communautaire est devenu mortel pour Jennifer Walsh, âgée de 46 ans, au Riverside Park à Portland, Oregon, une femme dont la quête incessante de perfection lui coûterait finalement tout. Jennifer Walsh était une bénévole communautaire dévouée qui aidait à organiser la célébration annuelle du 4 juillet à Riverside Park. Sa responsabilité était de coordonner l'installation des vendeurs et de s'assurer que tous les protocoles de sécurité étaient respectés pendant l'événement. Mais l'approche de Jennifer était devenue de plus en plus conflictuelle et rigide. Elle avait passé 2 heures à réprimander les vendeurs de nourriture au sujet de l'emplacement de leur stand, insistant pour qu'ils déplacent leur stand malgré les permis approuvés pour leurs emplacements actuels. Jennifer a exigé que la musique live soit baissée pendant la vérification du son,
menaçant d'appeler la police pour des violations de bruit, même si l'événement avait les permis appropriés. Ces exigences ont escaladé lorsqu'elle a confronté des familles installant des aires de pique-nique, affirmant qu'elle violait les protocoles officiels de l'événement et exigeant qu'elle se déplace vers des endroits moins désirables. Lorsque d'autres bénévoles ont suggéré qu'elle était trop rigide, Jennifer a déclaré qu'elle était la seule à prendre la sécurité de l'événement au sérieux et a menacé de signaler les infractions à la ville. Le parc accueillait sa plus grande célébration de la fête de l'indépendance depuis des années, avec plusieurs vendeurs de nourriture, de la musique live et des feux d'artifice prévus. Jennifer vérifiait l'installation d'une structure de scène temporaire qui avait été érigée par une entreprise de location locale. Des vents forts plus tôt dans la journée avaient suscité des inquiétudes quant à la stabilité des structures temporaires dans tout le parc. Les conditions météorologiques rendaient Jennifer encore plus vigilante quant aux problèmes de sécurité potentiels lors de ses inspections. À 16h30, Jennifer inspectait la zone de la scène lorsqu'elle a remarqué des câbles de fixation lâches qui ont immédiatement suscité ses inquiétudes. Déterminée à mieux examiner le système de gréement, elle est montée sur la plateforme de la scène pour examiner de plus près les points de fixation en hauteur. Alors qu'elle étudiait les connexions, une rafale de vent soudaine frappa la structure temporaire avec une force inattendue. L'un des ponts d'éclairage suspendus, pesant 150 livres, se déplaça sous la pression du vent et se détacha de son système de fixation. Le lourd pont tomba d'environ 15 pieds dans les airs. Jennifer a essayé de s'écarter, mais il n'y avait pas assez de temps ni d'espace pour échapper à l'équipement qui tombait. La massive structure a frappé Jennifer avec une force dévastatrice, causant de graves blessures à la poitrine et à la tête qui l'ont laissé piéger sous le métal tordu et l'équipement d'éclairage. La femme qui avait passé sa journée à s'assurer que tout le monde suivait les protocoles de sécurité était devenue la victime d'une défaillance structurelle. D'autres bénévoles et secouristes ont travaillé frénétiquement pour libérer Jennifer de sous l'équipement lourd. En 8 minutes, ils avaient réussi à soulever la poutre et à l'extraire des débris. Jennifer a été immédiatement transportée par hélicoptère au centre de traumatologie où les chirurgiens ont lutté pour sauver sa vie. Malgré leurs efforts, elle est décédée de ses blessures pendant la chirurgie d'urgence. La célébration de la fête de l'indépendance a été annulée immédiatement après l'accident. Toutes les structures temporaires ont été immédiatement inspectées, alors que les responsables cherchaient à déterminer si d'autres équipements présentaient des risques similaires. La tragédie a entraîné des changements complets dans la manière dont Portland gérait les événements communautaires. De nouvelles réglementations de sécurité ont été mises en place, exigeant que des ingénieurs certifiés approuvent toutes les installations de scènes temporaires avant que tout événement puisse avoir lieu. Les jours où l'on se reposait uniquement sur la supervision bénévole pour la sécurité structurelle complexe étaient révolus. La communauté a créé un prix annuel de sécurité au nom de Jennifer pour service bénévole exceptionnel, garantissant que son dévouement serait rappelé, tout en soulignant l'importance des normes de sécurité professionnelle. La mort de Jennifer Walsh sert de rappel, saisissant que les bonnes intentions et le dévouement doivent être équilibrés avec une expertise appropriée et que parfois, l'engagement même qui nous pousse à servir nos communautés peut nous mettre en danger de manière inattendue. Si ces histoires glaçantes d'arrogance qui tournent mal vous ont donné des frissons, alors vous devez cliquer maintenant pour voir le contenu le plus stupéfiant et incroyable qui entrave vos pensées pendant des jours.